Bonsoir à tous et bienvenue dans ce décryptage que je conduis en attendant le retour de Angèle Tobona. Ce dimanche a été marqué par des échanges sur ETV en direct du studio François-Xavier Noumon. Vous avez eu en Actu en 7 une compilation des diverses actualités traitées par la rédaction. Lors de l'hebdo des éditorialistes, deux sujets ont été abordés, à savoir la réhabilitation du stade Mathieu Kérékou, mais également de la recrudescence inquiétante des braquages et bricolages. Également, vous avez pu suivre l'entretien avec le porte-parole du gouvernement qui a offert les clés de compréhension par rapport aux diverses actualités traitées ces derniers jours. Cependant, nous allons nous concentrer ce soir sur l'entretien en début de matinée avec le docteur Bertin Corvi qui a représenté le Bénin lors de la cérémonie du prix africain de développement. Il a abordé des sujets, y compris la situation actuelle du Bénin en matière de code électoral, et n'a pas manqué de donner ses impressions quant à l'accord BR-UPR en prévision 2026. Pour aborder ces différentes thématiques en profondeur, bien sûr, nous sommes avec notre consultant politique, Agapite Napoléon Maforican, déjà installé. Bonsoir à vous. Bonsoir Maëla, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Bertin Corvi a été particulièrement fier de recevoir cette distinction. Qu'est-ce qui peut expliquer cette fierté étant donné que le Bénin n'était pas le seul en lice? Merci Maëlle, une pensée à Angèle qui se repose un peu, j'espère qu'elle reviendra très bientôt. Merci aussi d'avoir conduit les plateaux de la matinée avec Bertin Corvi, mais avec également Chénifat et Ruth par rapport à l'aide des éditorialistes et à l'Actu en 7, c'est Constantine par ailleurs qui a accompagné la mise en place donc de l'Actu en 7, ça c'est le directeur qui parle, et le consultant revient et vous répond, oui, la fierté de Bertin Corvi, du docteur Bertin Corvi, oui, doit s'appuyer sur, disons, lorsque vous représentez un pays, votre pays, et vous revenez avec un prix grand prestige, vous n'avez pas boudé votre plaisir. Il n'est pas le seul, vous savez, c'est un prix, les nominés, c'est plus de 600 personnes nominées, c'est des pays, c'est une vingtaine de pays représentés, c'est un peu plus. On est à la 19e édition, donc c'est un prix qui a un nom. C'est un prix qui a un nom, et lorsque le Grand Prix africain de développement, et lorsque vous êtes nominé et reconnu, c'est logique, surtout dans la catégorie Grand Prix prestige, et qui est décerné au pays et non à un individu. Vous comprenez la fierté de Bertin Corvi représentant le Bénin, et il a expliqué les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé à représenter le Bénin à la place du ministre d'État de l'économie et des finances, ou du ministre d'État du développement. Donc c'est logique, et comme Bertin Corvi, vous le connaissez, il est bien expansif, donc il n'a pas envie de passer sous silence. C'est un moment de bonheur qu'il a connu et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est logique, sa fierté est compréhensible. Voilà. Est-ce que le fait que c'est Dr Bertin Corvi qui représente le Bénin ne remplit pas le prix suspect quand le président pouvait se faire représenter par des personnes plus qualifiées? Non, le prix n'est pas suspect. Comment le prix va être suspect? Il ne peut être suspect puisque Bertin Corvi a expliqué comment le Bénin en est arrivé à être représenté. Il a dit le rôle que lui-même a joué. Donc a priori, il est parti comme communicateur. Il a dû, sans doute, il connaît le prix, il connaît l'existence du prix. Donc, il a positionné le Bénin parce qu'il estimait que le Bénin, peut-être que lui, il voyait un peu les choses avec tellement d'optimisme. Il avait envie de soumettre la candidature du Bénin, de soumettre le Bénin à la concurrence d'autres pays. Et donc, peut-être qu'au moment où il partait, il a reçu l'onction des autorités, comme il a dit. Peut-être que les autorités elles-mêmes ne croyaient pas trop. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais effectivement, ça peut paraître bizarre que ce soit lui. Il est un homme politique du BR, d'accord. Il est admirateur de Patrice Talon, c'est vrai, après avoir été un des profondeurs, c'est vrai. Donc, il a une posture qui n'est pas celle, celle officielle pour pouvoir être celui qui représente le Bénin, a priori. Mais lorsque il explique les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé à ce niveau, on peut comprendre.
On peut le comprendre. Et encore, cela donne de tourisme à sa fierté. Mais ça ne parle pas suspect parce que Kigali a cette habitude d'organiser cette rencontre. La rencontre est à sa 19e édition. Des personnalités du monde africain, de technologie, du numérique, de l'énergie solaire, de l'entrepreneuriat, du domaine politique. Toutes ces personnalités du monde des médias sont déjà se soumettent à l'exigence de ce prix et surtout sont reconnus lauréats dans plusieurs domaines. Alors donc le prix ne serait suspect dans la mesure où tant de personnalités et de personnalités du grand monde, de tous les secteurs possibles, des gens qui ont l'intelligence nécessaire, ne peuvent pas se soumettre à un prix suspect. Je pense que lorsque vous lisez un peu l'historique, c'est un prix créé depuis 2006 et qui a une histoire et qui fait la fierté de beaucoup d'Africains de tous les domaines, l'entrepreneuriat, gouvernance, entreprise, tout ça, comme je l'ai dit, et qui les révèle parfois ou les confirme dans le domaine dans lequel ils sont. Ici, Bertrand Kovi a expliqué que c'est dans le domaine des réformes, le comportement du Bénin, dans le domaine des réformes notamment par rapport à d'autres pays, comment le Bénin paye ses cotisations, comment le Bénin affronte les défis. Et le Bénin a préféré rembourser ses dettes que de se voir les annuler, et ainsi de suite. Bon, alors, il a expliqué un certain nombre de conditions. Alors, si c'est comme ça, on ne saurait parler de suspect. Voilà. C'était exprime des doutes quant à la qualité du prix, quand on sait que le Togo a joué un rôle principal dans cette initiative, et également du président Yadema, qui est souvent décrié par rapport à sa gouvernance. Non, je pense que c'est une confusion. Les gens ne peuvent pas mélanger les pédales, se mélanger les pédales. Le prix est né en 2006, donc c'est un peu créé après la mort du président Yadema, donc on saurait lier le prix. Peut-être qu'il est à l'initiative, mais il n'est pas le créateur. Donc ça c'est la première chose. Et puis d'ailleurs, je vous ai donné un peu le pédigré lorsque vous regardez tous ceux qui se sont soumis au concours, tous ceux qui ont été nominés, tous ceux qui ont été récompensés. Mais quel doute, qui est habilité encore à émettre un doute? Est-ce que les investigations que Bertrand Kovi a faites pour démontrer, disons, le positionnement du Bénin par rapport à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, est-ce que ça ne convainc pas? C'est pas celui qui a créé, dans l'absolu, c'est pas celui qui a créé le prix qui est en cause, c'est peut-être les critères qu'on met en jeu. Et tout à fait, et le monde que ça rassemble, quand vous regardez les images, vous verrez quand même que ça a rassemblé du bon monde. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, ça ne peut pas être de la rigolade. Donc, les gens ne peuvent pas se retrouver seulement pour blaguer. Et même dans la blague, ils peuvent faire des choses intéressantes. Alors donc, les pays qui sont soumis aux différents aux différents prix. Il y a plusieurs prix. Nous, on a gagné le grand prix prestige. Il y a des prix de développement et de l'excellence. Il y a des prix de l'innovation. Il y a des prix. Donc, il y a plusieurs prix. Et nous, c'est le grand prix prestige. Alors donc, ceux qui sont soumis parce que ils attendent d'être récompensés. Alors si c'est des suspects, vous parlez que des entrepreneurs ivoiriens, maliens, burkinabés, africains, enfin, de plusieurs horizons possibles. Vous n'allez quand même pas les voir togolais, vous n'allez pas les voir se s'aborder et mettre l'entreprise ou leur renommée en disons, il ne faut pas disons, saquer leur renommée sur la base d'un prix suspect. Donc, non, je ne pense pas. Pour moi, vous savez, il faut qu'on croie aussi à ce que nous faisons. Les indices internationales valent ce qu'elles valent. Quand on dit prix Reporters sans frontières, quand on dit classement Reporters sans frontières, classement de Transparency internationale, tout ça a son pesant. Il y a des critères derrière. Parfois, certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. C'est la même chose. Je pense qu'il ne faut pas voir ce prix avec moins d'enthousiasme. Bien au contraire. Moi, je partage l'enthousiasme de Bertrand Kovi. Je pense que partout où il est question du Bénin, partout où le Bénin est cité comme pays à respecter, nous devons en être fiers. Avant, les gens parlent du Bénin. Il a dit, c'est Cotonou, Cotonou. Aujourd'hui, vous venez à Cotonou, les gens ont du respect pour ce qui se fait ici. Depuis l'aéroport, à travers nos voies. C'est vrai, il y a des parties qui ne sont pas encore éclairées, mais les gens, déjà, ce qui est là, force d'admiration.
Le comportement du Bénin à l'extérieur, désormais, c'est un comportement d'un pays décomplexé. Un pays qui a envie d'être autant là que d'autres et qui assume son histoire, mais qui veut se révéler mieux. Alors, qui n'est pas heureux lorsqu'on vous positionne de cette manière-là? Je pense qu'il faut partager cette fierté et surtout ne pas avoir du tout une fausse pudeur par rapport à quoi que ce soit. Ce pays n'est pas moins. Ce pays, le grand prestige, l'objet, la palme remise, la matière, le trophée remis, ça fait plus de 5 kilos. C'est pas rien. Enfin, c'est pas 5 kilos pour blaguer. Je pense qu'il faut, et quand vous regardez la cérémonie, vous vous rendez compte que ce n'est pas une cérémonie pour blaguer, c'est une cérémonie sérieuse, de gens sérieux, et pour encourager encore plus de créativité, plus de postures de développement, plus d'innovation, et plus de recherche, plus d'investissement dans des secteurs que du développement. Et c'est pour le bien des populations. On doit en être fiers. Alors, en termes de critères, le docteur Bertin Corvie n'a pas manqué de faire étalage des indicateurs précis qui ont valu au Bénin cette distinction, à savoir le faible taux du Bénin en termes de dette sur le plan international, mais également des réformes politiques et économiques du Bénin. Voilà, c'est ce que je disais tantôt. Donc, vous voyez que, en fait, ça ne s'est pas donné sur des détails insignifiants, c'est donné sur des éléments tangibles, des indicateurs précis. Des éléments sur lesquels on peut nous regarder en face. Quand vous regardez comment le Bénin se comporte au niveau du marché financier, le travail qui est fait en amont, la dynamique de nos autorités en la matière, le ministre d'État de Finances autour de lui, le ministre du Développement, quand vous voyez ce qui est fait autour du président Talon, pour aboutir à des résultats concrets en matière de réforme économique, en matière d'investissement, en matière de promotion de l'entrepreneuriat, en matière de sécurisation des investissements, en matière de réforme. Quand vous regardez tout ça, vous ne pouvez pas douter de la qualité du prix. Le Bénin mérite beaucoup mieux. Donc ça, on peut dire que c'est déjà de gagner. Et donc les critères se consolident par ailleurs le sérieux du prix. Alors, vous pensez que dans cette dynamique, le Bénin, avec ces réformes inclusives des citoyens, le citoyen aujourd'hui prétend que sur le terrain, il a serré la ceinture, mais malgré cela, le Bénin est reconnu à l'international. Serrer la ceinture et la reconnaissance, mais ça va de pair. C'est pas antinomique. Est-ce qu'il n'y a pas... Non, c'est pas antinomique. Pour aboutir au développement, il faut serrer justement la ceinture. Il ne faut pas mener une vie de débauche économique. Il faut pas mener une vie de débauche sociale. Il faut pas mener une vie de débauche politique. Il faut être un pays sérieux. Donc, le développement inclut le travail. Le développement inclut une organisation. Le développement inclut un programme. Le développement inclut un sérieux dans la gestion des affaires politiques et économiques. Donc, du coup, oui, le Benoît pense qu'il a serré la ceinture. Mais c'est vrai que pendant pratiquement 50 ans de notre indépendance, on s'est laissé aller. On est allé, c'est-à-dire que un peu comme si on était un pays d'où la manne tombe du ciel. On a passé 12 ans d'errement, 18 ans d'exigence politique, mais dont on n'a pas su tirer les leçons. Et depuis 1990, on est en train d'errer. On a erré pendant pratiquement 35 ans, 36 ans. Il a fallu, sans doute, Patrice Talon. On a cru, avec Boniaï, qu'on aurait pu atteindre ce changement de mentalité et reprendre la marche normale d'un peuple fier. On ne l'a pas fait. Il a fait Boniaï. Donc, il a fallu Patrice Talon. Alors, Patrice Talon intervenant, naturellement, ne peut pas utiliser les méthodes anciennes pour parvenir. S'il doit utiliser les méthodes anciennes de populisme ou de compromission, on n'avancerait pas. Donc, il a fallu mettre la barre haute et marcher à pas de charge. Des réformes solides, mais des réformes difficiles. Parce que qui parle de réforme, parle de remise en jeu, de remise en cause de l'ordre existant. Ceux qui sont déjà douillés dans leur confort ne peuvent plus continuer à l'être. Ceux qui sont des zones de confort doivent être bougés. Ceux qui sont déjà vautrés dans des fauteuils d'acquis permanents sont amenés
à changer de paradigme. Et lorsque vous êtes dans cette posture, c'est normal que vous ne soyez pas toujours content. Oui, des critères, les réformes, tout ce que vous avez dit, oblige le citoyen à serrer les ceintures. Parce qu'il me semble qu'on les avait tellement desserrés que le pantalon n'arrivait plus à tenir à la ceinture. Donc il fallait bien serrer. Parfois un peu trop serré pour que les nouvelles mesures qui impliquent la situation soient respectées. Mais on ne peut pas serrer indéfiniment. Et donc le président Talon lui-même l'a expliqué. Donc vous comprenez que serrer la ceinture, ce prix est une conséquence normale de ceinture serrée et c'est un accomplissement. Ça veut dire que les ceintures serrées ne l'ont pas été en l'air, que les gens l'ont serré et que nous avons atteint des objectifs, des résultats qui peuvent être reconnus à l'international. Donc c'est plutôt à saluer que les ceintures serrées n'ont pas servi seulement à maquiller, n'ont pas servi à maquiller un développement, mais les ceintures serrées ont servi à asseoir un début de développement, un nouveau comportement des populations qui doivent comprendre que ce n'est pas, il n'y a pas l'État à part et eux à part. Comme on est tous de l'État et on doit travailler à atteindre des objectifs qu'on s'est assignés pour le développement. Alors, vous allez parler de 35 ans d'errance, alors que les citoyens estiment que dans l'ancien régime, ils étaient plus à l'aise. Est-ce à dire qu'on vivait dans une illusion de développement? C'est exactement cela. Et Boniaï lui-même avait à un moment donné parlé de la dictature du développement. Alors, si lui-même, Boniaï, qui a pris au destin du Bénin avec le slogan « ça doit changer, ça peut changer, ça va changer », et qui s'est rendu compte de 5 ans après que le changement ne peut advenir et que après une refondation pour remettre en place les bases, les normes éthiques, morales et spirituelles, vous comprenez que ceux qui parlent de avant, ils se trompent. On est aussi bien sûr que les coups 2, que les coups, même si que le coup 2, que le coup 3 n'a pas changé grand chose à l'architecture politique et n'a pas fait non plus des bons économiques particuliers. Mais quel coup a permis à la Constitution de se mettre en place, de se déployer. Alors, est-ce que c'est ça qu'on parle, c'est ça qu'on évoque aujourd'hui comme ne pas avoir de problème avant, était mieux avant? Non. Vous ne pouvez pas être mieux si vous ne créez pas les conditions de votre développement. Il n'y a pas un enfant de 10 ans, l'âge adulte, je dois quitter la maison. Mais tu vas quitter la maison pour aller où? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as atteint tes diplômes? Est-ce que tu as mesuré que tu es employable? Est-ce que tu crées les conditions d'employabilité? Est-ce que tu es prêt à être utilisé sur le marché de l'emploi? Ou bien tu veux être dans la catégorie des délinquants qui sont assis sur les réseaux sociaux du matin au soir à injurier ou à poster n'importe quoi sur le pays? Est-ce que c'est cette option que tu prends? Donc, tu dois choisir ton option. Mais l'État ne peut pas laisser les citoyens continuer à être oisifs du matin au soir. Donc, vous avez parlé de ceinture serrée. Aucun régime précédent n'était meilleur en matière d'élan vers le développement. Parce que ici, le chef même a pris les choses par le bon bout. Et n'a pas peur, le chef n'a pas peur de se heurter aux résistances, n'a pas peur d'affronter les résistances, n'a pas peur d'affronter les vicissitudes de ces genres de situations pour aboutir au résultat. Donc dès lors, les populations doivent comprendre que c'est autre temps, autre mœurs. Peut-être qu'avant, ils avaient l'air d'être dans un meilleur des mondes, pourtant le meilleur des mondes possible. Mais il est évident que aboutir au développement appelle un certain nombre de comportements et que ce comportement oblige à changer de paradigme. Alors, cette reconnaissance apparaît également comme une façade pour camoufler les réels, pour éviter d'aborder les réels problèmes internes du pays. Non, pourquoi? La preuve, le chef d'État n'a pas allé. La preuve, certains ministres n'ont pas eu le temps d'y aller. Ça veut dire qu'il s'occupe des problèmes justement du pays. Donc, ça ne peut pas être une façade. Donc, c'est ça que je dis. Donc, il s'occupe des problèmes justement du pays. Si le ministre d'État, bien sûr, n'est pas disponible, si le ministre d'État Wadaï n'est pas disponible, c'est qu'ils sont occupés
à gérer les affaires du pays. Donc il n'y a pas de raison qu'on pense que c'est pour camoufler quoi que ce soit. Oui. Vous avez parlé également de comportement des citoyens à avoir. Vous pouvez nous éclairer un peu sur des comportements des citoyens pour accompagner les réformes politiques, économiques sans se sentir restreints? Non, écoutez, le citoyen doit travailler à accompagner les efforts. Vous ne pouvez pas élire un chef de l'État et l'abandonner. Vous ne pouvez pas élire des conseillers communaux, des chefs de village et les abandonner. Le travail à faire, un travail de tout le monde. Et le chef d'État travaille pour le bien des populations. Donc il ne peut pas, si lui-même qui est que vous avez élu, vous n'arrivez pas à l'accompagner dans le travail qu'il fait, comment voulez-vous qu'il atteigne les résultats? Donc moi je pense que les populations doivent être éduquées d'abord aux politiques publiques, à la compréhension des politiques publiques et à l'exigence des politiques publiques. Sous la Révolution, je le vois parfois, mais les gens, le civisme, le patriotisme était enseigné pour que l'enfant grandissant sache qu'il a des devoirs, qu'il a des comportements à avoir. Comportement envers la famille, comportement envers la société, comportement envers lui-même. Donc, et c'est semblable. Et s'il est chrétien ou qu'il est croyant, comportement envers l'être suprême auquel il croit. Et là, nous sommes là dans des postures normales d'un homme sérieux. Un homme à deux pieds, la tête, qui pense. Un homme qui réfléchit, qui vit parce qu'il pense. Alors donc, on ne peut pas laisser un certain nombre de personnes, parce qu'on a les réseaux sociaux, on est aujourd'hui dans tout numérique, que des gens délivrés conduisent la pensée des nobles populations. Et c'est là que l'État a un rôle important à jouer. Notre pays, en principe, on devrait en parler dans toutes les langues nationales et saluer la fierté qui doit être celle de chaque Béninois. Et partout où le Bénin est cité, lorsqu'on joue en sport international, lorsque nos soldats sont au front, lorsque le chef d'État prend des positions au niveau international, le Béninois doit accompagner et de sa prière et de son énergie et de sa disponibilité, parce que c'est du Bénin qu'il est question. Et lorsqu'il est question du Bénin, on n'a pas à tergiverser. Voilà, donc il faut comprendre, c'est pas que Patrice Talon ne travaille pas pour lui-même. Sinon, lui, il est un homme déjà accompli, beaucoup le savent. Mais pourquoi il prend tant de risques? Pourquoi il se donne tant? Parce qu'il a envie d'atteindre des résultats. Pour qui? Pour le Bénin. Alors le Bénin d'abord. Ça doit être le slogan de tout le monde, sans que ce soit un slogan d'assujettissement. Non, il ne s'agit pas d'être des hommes riches ou des affidés sans raison. Non, il ne s'agit pas d'être un candidat de Molière et d'être, comment on appelle, oui, candide. C'est pas de ça qu'on parle. Donc, il ne faut pas être naïf, mais il faut être présent, mais une présence patriotique, une présence citoyenne, en disant, le chef d'État est en mission pour nous. Ce qu'il fait, c'est pour le Bénin. Et moi, de mon côté, là où je suis, qu'est-ce que moi je peux faire pour l'accompagner, pour que le Bénin gagne? Voilà. Et c'est là qu'il faut retrouver la fierté de Bertin Corvi, que comme je vous l'ai dit, que je partage amplement, parce que je pense qu'il a le droit d'être. Les efforts à fournir doivent être des efforts collectifs et individuels. C'est d'abord individuel, mais des efforts collectifs. Et ce faisant, on ne peut pas s'attendre à avoir des dividendes de ce qu'on n'a pas semé, de ce qu'on n'a pas récolté. Et c'est pour ça que chacun doit mettre la main à la pâte, comme on le dit. Pour le moment, c'est le docteur Bertin Corvi qui a fait une conférence de presse. On n'a pas encore eu réellement des retours du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement n'est pas tellement surpris par cette reconnaissance où il s'agit d'une stratégie de communication bien définie. Non, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement n'est pas surpris? Non, je pense que Bertin Corvi, c'est lui qui est allé, c'est lui qui a positionné le Bénin comme ce qu'il a dit. Donc, il a assuré le service après-vente, comme on le dit. On peut dire déjà que bon, il a fait ce qu'il doit faire. Il a fait de son mieux. Donc voilà. Est-ce que le gouvernement a besoin encore de faire une sortie? Peut-être qu'on peut s'attendre au décryptage des porte-parole du gouvernement sur le sujet. Sinon, je pense que l'essentiel a été dit. Voilà. Donc on n'a pas besoin encore d'autres communications particulières, sauf si le gouvernement estime
qu'il faille communiquer là-dessus. Sinon, pour moi, je pense que la structure de Bertin Corvée semble nécessaire. Comme on l'annonçait tantôt, Bertin Corvée a également profité de l'occasion pour aborder certains sujets politiques. Est-ce que le code électoral favorise une compétition équitable? Alors, vous rentrez dans un domaine compliqué. Nous partions du prix. Et on est rentré dans le code électoral. Oui, le code électoral, comme je vais le dire, la loi, c'est la représentation d'une volonté collective, d'une volonté majoritaire. À un moment donné, cette volonté qu'on transforme en instrument qu'on peut imposer aux autres par le biais des institutions réelles de la démocratie. Lorsqu'on s'entend ainsi, ça veut dire que partout dans le monde, la loi est la manifestation de la volonté populaire du groupe majoritaire. En la matière, notre code a beau être limité, c'est notre code. Et on se doit de l'appréhender ainsi et de travailler à le mettre en application sans trop de casse, sans qu'on ne soit obligé de nous retrouver dans les conditions de 2019 ou même de les rappeler. Ce n'est pas sain. Voilà. Donc, vous comprenez, le code n'a pas de problème. C'est les hommes appelés à appliquer le code. On peut écrire le meilleur code au monde. Mais on aura toujours des problèmes si on ne se change pas, si on ne se fait pas confiance, si on ne crée pas la mue, on va toujours continuer à attaquer un code parce que tout simplement, on se refuse à voir la vérité en face. Selon le docteur, le nouveau code ne pourrait pas favoriser de nouveaux candidats pour les élections. Non. Les nouveaux acteurs politiques. Est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs politiques là? Le nouveau code pourrait limiter la participation de nouveaux acteurs politiques. Oui, c'est ce que je disais. Le docteur, il a évoqué le livre d'un prêtre, pour ne pas parler du père Aguelounon, pour dire que bon voilà, ça l'a outré, parce qu'il a présenté le Bénin, parce que justement il a eu ce livre, et puis il s'est demandé, mais si on est dans le même pays, bon, et il dit, je pense que votre question sur le code qui va limiter la participation de nouveaux acteurs et ce lien avec ce livre mérite d'être, on mérite un peu de s'y attarder quelques secondes. Non, écoutez, c'est vrai qu'il y a certains qui travaillent à déstructurer un peu le travail, disons, le contexte dans lequel nous sommes. Tous ceux qui nous font les théories de la démocratie, ils se trompent. Ils se trompent. Il n'y a pas un meilleur code au monde. Et ce qui se passe ici au Bénin, il n'y a pas autre nom à le dire que c'est une démocratie. C'est une des meilleures, c'est une belle démocratie au Bénin actuellement. Mais une démocratie responsable. Parce qu'on ne peut pas non plus aller à volo. Comme je vous l'ai dit, un enfant adulte ne peut se prendre en charge s'il n'a pas créé les conditions de une prise en charge. Est-ce que le parent fait bien de le sortir de la maison ou de le laisser mener une vie de débauche, et alors que tout le temps de la scolarité, que ce soit le primaire, le collège, l'université, il ne sait pas façonner une posture d'adulte responsable et il ne sait pas créer des conditions pour se prendre en charge. Voilà la question. Alors, donc, lorsque les gens passent le temps à raconter la morale démocratique, le contexte démocratique, la litanie démocratique, il n'y a aucune démocratie qui existe au monde si on ne se prend en charge. On ne peut pas. Or, il se fait que nous avons fait comme la cigale. On a un pays, on a aéré, je vous ai déjà dit, 12 années, on a connu un contexte de stabilité qu'on aurait dû exploiter autrement, mais ça nous a conduit à la banqueroute et on a démarré une démocratie ouverte totalement en 90 où il n'y a pas de règles. Il n'y a pas, tout le monde crée sa règle, tout le monde crée sa démocratie, tout le monde crée ses normes, tout le monde crée ses droits, tout le monde, chacun se donne la liberté de respecter les lois qu'il veut, les lois qu'il ne veut pas. Alors, dans ce contexte, on appelle ça l'anarchie. C'est pas une démocratie. Et l'autre appelle ça, à se nommer ça de démocratie quoi? Donner de café. Faites de désordre et d'anarchie. C'est ce qu'il a dit, Benboniaï. Il a parlé de la dictature du développement. Lorsqu'on s'attaque sur deux formules, on peut faire des développements énormes, de grandes théories.
Alors lorsqu'on nous dit qu'au Bénin, on ne mange pas à la faim, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas si, le code électoral ne permet pas d'atteindre tel truc, le code électoral c'est liberticide, ça va créer des... Ceux qui en parlent, sont-ils devins? Est-ce que c'est eux qui sont Dieu pour anticiper? Mais la loi, c'est la représentation de la majorité. C'est ça la démocratie. La loi, c'est la représentation, c'est la volonté d'une majorité à un moment donné qui est traduite dans les textes normatifs, qui est imposée à la majorité, aux citoyens. Elle peut changer à tout moment. Une loi est faite pour évoluer. Donc le code électoral dont vous parlez est l'expression d'une certaine évolution de la situation politique. On a déjà expérimenté près de 5-6 modèles de code électoral depuis 1990. Si on en est arrivé à celui-là, on doit se poser la question sur le passé. Pourquoi on a voulu faire la réforme du système partisan? Pourquoi Jean d'État a voulu remettre les partis au cœur du jeu, comme la Constitution l'a fait à ses premiers articles? C'est pour qu'il y ait une certaine discipline dans l'animation de la vie politique. Que des mouvements, associations, groupes, ceci, de ça, ne se mélangent aux politiques, aux partis politiques. Donc il y a eu une réforme du système partisan. Ça nous a conduit aux élections difficiles de 2019, 2020, 2021. Mais on ne va pas faire marche arrière alors qu'on est en train d'atteindre le bout du tunnel. Voilà la logique du code. Alors, le code, c'est pour éliminer certaines perversions, comme par exemple les suscitations de candidature. Alors, comment vous voulez qu'il y ait un parti dans lequel tout le monde, qui doit en dire le parti anime la vie politique, le parti, et au même moment, les gens vont continuer à susciter. Oui, comme je l'ai déjà dit, à un moment donné, comme le code de 2019 avait ouvert ce jeu, on estimait que ceux qui le faisaient de bon droit, à bonne conscience. Mais lorsque la volonté de la majorité, la volonté du peuple, représenté au Parlement, a estimé qu'il fallait donner une nouvelle orientation au code, ça veut dire qu'on a ramené les partis politiques au cœur du dispositif. Alors, c'est qui les nouveaux acteurs dont vous parlez que ça limite leur participation? Ça ne va pas limiter leur participation, peut-être comme il a dit. Peut-être que c'est un passage pour nous. Est-ce que c'est le meilleur mode possible? Non, évidemment. C'est pas long. On peut avoir un code meilleur. On peut avoir un système meilleur. Mais au-delà de l'analyse de notre environnement, de notre vécu, de notre passé, il est question d'expérimenter une sorte de centralisme démocratique au sein des partis. Et moi qui vous parle, je suis à l'aise de le dire parce que j'ai été éduqué au centralisme. J'ai grandi dans le centralisme. Ça, c'est au niveau de l'État. Et lorsque j'en parle, certains pensent que c'est pour ramener la dictature. Non, rien ne s'appelle dictature. Lorsqu'on ouvre le jeu, déjà, sous le PPB, il n'y avait pas de dictature. Il y avait le centralisme et la ligne, ce qu'on appelle la ligne de masse. Le centralisme veut dire quoi? Il y avait un bureau politique qui est l'émanation déjà des tenanciers du dogme à l'époque. Mais après, le comité central, c'est l'Assemblée populaire politique. C'est la grande ouverture où toutes les couches étaient représentées. Donc vous êtes représentés dans le comité central. Toutes les couches de classe catégoriques socio-professionnelles. Alors, lorsque je reviens au parti, parce qu'il faut que je m'en écarte, en revenant au parti, nous ne sommes plus dans le modèle PPB, mais nous sommes dans un modèle partisan où je décide d'être UP, je décide d'être BR, je décide d'être Moël, je décide d'être Renaissance nationale, je décide d'être les démocrates, l'FCBE, MPL. Mais quand je décide de l'être, pourquoi voulez-vous que ce soit d'autres personnes qui suscitent ma candidature alors que je suis membre du parti? Le membre du parti, il déroge aux instructions du parti. Il respecte les délibérateurs du parti. Il se plie à la discipline du parti. Et l'État, donc le code électoral, est venu à la rescousse des partis parce que les situations de candidature ont commencé. Le code est venu à la rescousse des partis en disant non,
Ça ne peut pas venir à volo. Il faut être membre d'un parti. Il faut respecter la logique et la discipline du parti. Il faut laisser le parti décider de qui est le candidat. Et lorsque le parti décide, les parrainages ne peuvent aller qu'à lui. Si quelqu'un démissionne, ces parrainages ne valent plus rien. Donc le COUD a créé simplement à imposer une discipline. La discipline dans un parti. Avant quoi, les élections communales, il y avait des listes privées, des listes des groupes. Les listes n'étaient pas nécessairement des listes politiques. Mais le code depuis 2018 a exigé des listes politiques. Donc, il fallait être membre du parti politique pour avoir les listes. Donc, on a voulu remettre le parti au cœur du jeu. En quoi ça crée problème? Mais si quelqu'un a envie d'être candidat à l'élection présidentielle, il a qu'à militer dans un parti et se battre au sein du parti en créant un courant. Et donc, en imposer à l'interne par ses idées. C'est comme ça, le militantisme. Alors, quand les gens attaquent ce code, où est le problème du code? On parle de démocratie, les gens parlent de dictature, de ci, de ça, de manifestement. Le code est voté. Comme la revue de la Constitution a été rejetée. Ça fait 2 fois que la revue de la Constitution a été rejetée. Les gens sont contents. Ils ont dit que la démocratie ils croient que la démocratie est vivante au Bénin, qu'ils ont sauvé la démocratie. Alors, pourquoi certains pensent que c'est quand eux ils votent en leur faveur, quand le vote va en leur faveur que la démocratie est sauvée? Est-ce que ceux qui votent pour la majorité ne sont pas béninois? Est-ce qu'ils ne tirent pas leur suffrage, leur statut de suffrage des populations? Il y a une sorte de confusion que les gens créent dans les esprits et qu'il faut arrêter. Et là, je suis d'accord avec Batekovi, aujourd'hui, qui est revenu là-dessus. Il est allé plus loin par rapport à la suggestion du chef de l'État. Oui. C'est quand même logique. C'est logique parce qu'on est dans un processus qui a commencé. On est dans un processus qui s'enclenche. Il faut bien que le processus se poursuive. Si à chaque fois on doit reprendre, mais les efforts fournis ne valent plus rien. Donc il faut bien qu'il y ait une sorte de suivi dans la suite. Et c'est pour ça que moi j'achète content tout ce qu'il a dit. Tout est relatif, c'est évident. C'est-à-dire qu'avec l'évolution, avec le temps, les choses peuvent évoluer. Mais pour le moment, et au regard de l'expérience que nous avons eue, au regard de ce que nous avons déjà vécu, il est évident qu'il faut expérimenter cette dynamique partisane. Il faut laisser les partis. Si quelqu'un a envie d'être candidat, il est membre du parti. Et bon, et puis parce que là. Vous aviez parlé de la discipline au sein des partis. Pouvez-vous nous éclairer davantage? Non, il n'y a pas autre chose à dire en termes d'éclairage. Une discipline, c'est une discipline. Lorsque vous voulez appartenir à un groupe, vous êtes obligé de déroger. Un parti a ses règles, un parti a ses modes de fonctionnement. Vous devez payer la cotisation. Vous ne pouvez pas prendre la parole en désordre. Au nom du parti, vous devez aussi exprimer par votre posture, par votre comportement, refléter le sérieux du parti. Vous ne devez pas porter une mauvaise image du parti à travers votre comportement. La discipline du parti, c'est les règles internes au parti. Il y a une charte interne au parti, il y a un règlement interne au parti, il y a un mode de comportement interne au parti. C'est à vous, vous devez le respecter. C'est simple. Donc, comme je l'ai dit, comment vous voulez que vous soyez membre d'un parti et constituer votre candidature? Alors que le chef de parti est là. Il faut laisser le parti vous reconnaître comme en mesure d'être candidat et de vous donner l'option pour que vous puissiez agir. Et dans nos sociétés, normalement, quand vous appartenez à un groupe, vous ne pouvez pas vous en imposer au groupe. C'est le groupe de vous distinguer. Voilà, donc il y a une logique dans tout ça qu'il faut respecter. Alors, la réforme du code électoral a été justifiée par un besoin de structurer la vie politique. Est-ce que les acteurs politiques, est-ce que cela est bénéfique à tous les acteurs politiques? Non. La question n'est pas si c'est bénéfique ou pas aux acteurs politiques. La question, c'est de savoir quel intérêt pour le peuple béninois. C'est de savoir est-ce que c'est bénéfique au pays. Et moi, je vous ai donné 2 ou 3 petites choses. Avant, on avait, bon, quelqu'un m'a dit oui, mais d'accord, on avait 35 candidats, mais on se débrouillait. Mais pourquoi on doit avoir 35 candidats? Voilà la question. Pourquoi on doit aller à 35? Pourquoi on veut d'abord qu'on ait 35 candidats? Donc, on peut décider également d'expérimenter 2 ou 3 candidats. Donc, c'est qui peut le plus, peut le moins aussi.
Donc, on peut décider d'aller à 2 à 3 candidats, ça ne gêne rien. Pourquoi les gens pensent que c'est par le candidat d'élection présidentielle qui sont utiles à leur pays? Non, on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de cela. On a besoin que le pays se développe. C'est quand vous êtes développé que vous pouvez vous permettre certaines choses. Regardez en France. Moi, quand les gens parlent, ce qui se passe en France aujourd'hui nous édifie plus sur l'état de la démocratie, sur le fait que la démocratie n'est pas un construit figé. La démocratie, ce n'est pas un objet, c'est un processus. C'est un construit de tous les jours, donc inachevé et à chaque fois qu'on peut améliorer. Dans ce contexte, vous comprenez que lorsqu'on a pris appui sur la réforme du système partisan, et on a connu les moments difficiles de 2019, 2020, 2021, lors des élections précédentes, il faut analyser le contexte de ces élections, les des difficultés qu'on a connues, pour mieux structurer l'avenir. Or, si on laisse le champ ouvert, c'est qu'on va faire tout ce qu'on a fait en matière de réforme pour rien. Qu'on continue encore de susciter les candidatures. Ça a commencé. Bon, on avait cru que, bon, peut-être qu'à l'élection présidentielle, on a ouvert le jeu aux personnalités non politiques. Mais si on le fait, ça veut dire que ce n'est plus en harmonie avec la réforme du système. Donc, le code est bénéfique. Le code sera bénéfique pour tout le peuple et pour la classe politique. Si on fait plus de discipline et surtout de moins de pessimisme, hein, de moins de remise en cause, si on croit en ce qu'on fait, là, vous voyez, la foi en ce qu'on fait est quelque chose de très fondamental pour sa réussite. Le code n'a pas un problème. Il est connu, le code. Pour aller aux élections, pour aller à l'élection présidentielle, on sait, il faut déjà que vous soyez désigné par votre parti politique. Mais travaillez au sein des partis politiques. Montrez que vous êtes quelqu'un au sein des partis politiques. C'est pas facile non plus. Être un parmi l'ensemble n'est pas facile. Et ce n'est pas une affaire de plus de volonté, sinon Adrien Mbedji a tout fait pour être président de la République. Il n'a jamais été. Et il n'en est pas mort. Il est octogénaire. Bruno Mouchou a tout fait pour être président de la République. Il n'est pas. Il est octogénaire. Donc, ces personnes-là ont dépassé les 80 ans. Ce n'est pas de là n'importe qui. Et pourtant, ils auraient pu se fâcher. Être président de la République, ce n'est pas être candidat pour prendre sa première communion, sa confirmation, ou pour faire. Être président de la République, c'est plus sérieux que d'aller à l'église et écouter la parole. C'est plus sérieux que d'aller à l'école, être premier du Bénin, être premier au BBC, être bâché. Être président de la République, c'est être le premier des millions de Béninois comme ça. Tout le monde a envie de l'être. Mais tout le monde ne peut pas l'être. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, les gens pensent que, et pour paraphraser Gbagbo, que le fauteuil présidentiel, que être président de la République, c'est s'asseoir sur des bancs. Non, c'est sur un fauteuil. Le fauteuil est pour une seule personne. Donc il faut définir des critères sérieux. Alors on veut bien comprendre les difficultés des précédentes élections qui ont permis de revoir, de restructurer le code électoral. Non, je ne vais pas refaire l'historique pour ceux qui connaissent l'histoire. C'est comme vous me demandez de mettre à décrire les conditions de l'enfantement. C'est pas à moi de le dire. Hein, la gestation, le mot de gestation est connu, n'est-ce pas? Ceux qui vivent dans classe politique connaissent de quoi nous parlons. C'est donc, lorsque vous rentrez dans une démarche comme celle que nous vivons depuis 2017-2018, c'est vrai que ça dépend depuis quand vous vous intéressez à la politique, mais le problème est que Patrice Talon est venu dans l'optique de corriger certaines tares de notre société. La rupture. Le nouveau départ, la rupture. Rompre avec un système, c'est en finir. Mais avant lui, il était question de changement et de refondation. Lorsque vous mettez ces deux paradigmes ensemble, ou ces quatre expressions, on en revient à la même chose. Changement, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Refondation, ça veut dire que carrément c'est la source, la base même qui a des problèmes. Il faut une nouvelle fondation. Nouveau départ. Donc on a fini avec l'autre. On prend un nouveau départ. On prend le départ nouveau.
sur la base de nouvelles options, sur la base de nouvelles dispositions, sur la base de nouveaux paradigmes. Et on a dit coalition de la rupture, rompre avec le passé. Donc vous comprenez qu'il y a des choses qu'il faut. Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'ai créé des temps, 12 ans d'atermoiement et 18 ans d'un système qui aurait pu nous conduire au développement, parce que qui a fait le bon diagnostic, mais on a resté là, une idéologie mal affibée, des contestations, et finalement on a tourné en rond. Mais on a quand même sorti des choses qui auraient pu être intéressantes s'il n'y avait pas eu la banqueroute. Et puis depuis 1990, on est dans une... Je pense que c'est du désordre, c'est de l'anarchie pour reprendre Boniaï. Donc, il faut refonder. Et refonder, c'est repartir totalement à la base, au socle, au fond, pour un nouveau départ. Ça serait nous conduit à rompre avec les partis. C'est ça qu'on a tenté depuis 2016. Et lorsqu'on a tenté ça depuis 2016, il est évident que ça ne plaise pas à tout le monde. Ça peut emporter des manières de faire qui ne sont pas partagées. Lorsque vous lisez le père Guédounon, vous l'écoutez, il est jeune, il n'a pas connu le passé. Il a lu sans doute. Peut-être qu'il a commencé par lire à partir de Monseigneur de Souza, c'est-à-dire l'effet Église catholique. Mais il faut qu'il retourne à notre pays après 1960. Ce qu'on a connu de 60 à 63, ce qu'on a connu de 64 à 65, ce qu'on a connu en 67, les élections de 68, où on a dû laisser celui qui a été élu pour aller prendre un autre. Les élections ratées, ensanglantées de 70, février-mars 70. Le conseil présidentiel de 70-72, la révolution de 72-90. Lorsque vous avez fait ces moments et vous collez avec le renouveau démocratique et ce qu'on en fait depuis 90, vous ne pouvez plus être un adolescent immature, avec un adulte immature, chantonnant démocratie, sans avoir à comprendre ce qui en est plus au fond. Il ne s'agit pas de chantonner démocratie ou bien de réciter comme un chapelet démocratie. Ça n'existe nulle part. Rien ne s'appelle démocratie qu'on prend et qu'on porte. On bâtit une démocratie. Mais aucune démocratie ne peut se renforcer s'il n'y a pas un minimum de développement, de prise en charge de soi. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes à qui on fait comprendre qu'il y a un format démocratique. Il faut le chanter. Pourquoi les gens sont continuellement déçus? Quand les gens parlent de Djobounou, on dit, Djobounou nous a déçus, mais Djobounou n'a déçu personne. Djobounou n'a déçu personne. Djobounou a un processus évolutif dans sa vie. Il a créé des postulats au fur et à mesure. Et il a fait cette expérience. Et autour de lui, les gens disent, moi j'ai fait mercredi rouge. Après, on m'a dit, mais est-ce qu'il a forcé quelqu'un à faire mercredi rouge? Il a créé des postulats. Et au fur et à mesure, à chaque fois, il valide. Il valide. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas entré dans un couvent, vous ne saurez jamais comment les pratiques se font. Donc, et à chaque situation, c'est réalité. Donc, on a fait venir Boniaï. On l'a abandonné. On a fait venir Patrice Talon. On dit que non, voilà, il a déçu. Mais il a déçu comment? Mais gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est pas faire le jeu des trucs qui chantonnent derrière vous. À la limite, gouverner, c'est aller parfois contre la volonté populaire. Si ça doit faire son bonheur. Oui, le chef d'État, le président de la République, peut faire le bonheur du peuple. Ça ne peut pas. Parce que lui, il voit loin. Il commande court. Ça veut dire que lui ne peut pas gérer les problèmes d'aujourd'hui. Gérer les problèmes d'aujourd'hui, c'est payer les salaires à tout le monde. C'est réglé. Mais gérer les problèmes d'aujourd'hui, c'est laisser les gens voler, ne pas travailler, vouloir des gains, vouloir gagner, c'est se le faire applaudir. Non. Lui, il sait qu'il peut faire ça. Parce qu'il est un homme accompli, Patrice Talon. Mais s'il a pris l'option de se rendre impopulaire parfois et de mettre des pieds dans le plat pour que le Bénin de 2060 soit meilleur, de loin meilleur et de loin très meilleur, je me répète, que celui d'aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il rebâtisse la fondation. Et c'est ce qui se fait actuellement. Le code électoral dont vous parlez passe par là. Donc tous ceux qui parlent du Bénin, de dictature, de ci, de ça, ils ne savent pas ce qu'on appelle la démocratie. Moi je regarde la classe politique.
européenne. Je regarde la campagne présidentielle américaine. Je regarde les élections en France. Je regarde comment Emmanuel Macron a peiné à avoir un Premier ministre. Je regarde le débat sur le budget en France. Je pense que nous faisons une belle expérience au Bénin. On n'a aucune leçon de démocratie à prendre sur quiconque. Les Américains ont tellement compris que leur élection est très quadrillée. Leur élection est très quadrillée. Ce n'est pas une élection, ce n'est pas le vote populaire. Le vote populaire se tient à des niveaux donnés. Mais pour élire le président américain, il faut des gens d'un certain niveau intellectuel. Enfin, de compréhension, je ne veux pas de compréhension du jeu des grands électeurs. Alors donc, quand on dit que le candidat à l'élection présidentielle au Bénin est présenté par le parti, je ne vois pas en quoi ça heurte quelques susceptibilités. Moi, comme je vous l'ai dit, j'avais été un peu heurté par la question du parrainage et la question d'accord de coalition parlementaire. Mais après les explications, tout ça se tient. C'est une volonté exprimée à un moment donné. Et donc, il faudrait que nous fassions l'objet, que nous expérimentons cela. En 86-88, lorsque le gouvernement du PRPB recourait au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, alors que le précipité comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources. Et cette décision de Bretton Woods avait été qualifiée d'institution impérialiste. Et voilà que le régime était bloqué et allé vers... Washington n'a pas dit non. Hein, d'accord, vous devez dégonfler votre fonction publique. Vous devez ouvrir le régime. Personne n'a cru que ça pourrait se faire. Pourtant, le dos au mur, on était obligé de le faire. C'est-à-dire quoi? Lorsque, face à une situation, vous devez trouver les réponses qu'il faut. Il faut que les gens qui parlent du code électoral le lisent. Il faut qu'ils le lisent. Il faut qu'ils se l'approprient. Il faut qu'ils l'appréhendent. Et qu'au niveau des partis, que les gens travaillent. Je l'ai déjà dit il y a quelques jours, je le redis. Le code électoral est un document de volonté politique de l'instant. Le code doit s'appliquer. On n'a pas besoin de le relire. Il doit être appliqué pour qu'on sache si c'est être mauvais ou pas. Comme les anciens textes, on l'a fait, il faut qu'on l'expérimente. Je ne vois pas que quand on dit ça encore, on peut être clébé. Et s'il faut être clébé pour le dire, moi je dis, j'assume ce statut. Moi je suis un intellectuel, je suis allé à l'école, pas pour être bête. Donc je n'ai pas besoin d'être payé pour dire ce que je dis. Donc c'est ça qu'ils appellent clébé. Mais la question est de savoir si est clébé de l'ignorance ou de l'inculture, ou tu es clébé du développement. Autant l'aide de développement que d'aide de l'inculture et de l'ignorance. Donc, de l'incurie. Ne soyez pas clébé de l'incurie. Il faut être clébé du développement. Clébé d'une vision prospective. Clébé de l'existence d'aujourd'hui en pensant à la génération de demain. C'est cela il faut être. On ne va pas vivre aujourd'hui et dire, bon, après nous le déluge. Parce qu'on a trouvé un peu de sous pour envoyer les enfants dehors. On se dit, bon, moi, je peux mettre le pays à feu. Mes enfants sont dehors, terminés. Après moi, le déluge. C'est de l'égoïsme. C'est clébé de l'égoïsme, ça. Alors donc, chacun choisit de quel clébé il est. Donc, comme je dis, je veux l'être celui du développement. Et c'est pour ça que je rejoins Bertin, oui, dans tout le développement qu'il a fait aujourd'hui. On ne peut pas dire que tout est parfait. Non, je n'ai jamais dit ça. Tout est perfectible. Donc le code électoral est perfectible. Et nul ne peut prévoir et se faire le chantre d'un lendemain hasardeux, le chant du désordre. Ceux qui le font, c'est trouble. C'est un appel à l'incivisme et normalement il devrait être considéré comme tel. Voilà. Alors avant d'aborder en quelques points le dernier as de ce décryptage, l'opinion publique estime que les amendements du code électoral ne sont pas que pour stabiliser la politique au Bénin, mais également pour restreindre, et surtout pour restreindre la compétition lors des élections. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour changer l'opinion publique? C'est pas le gouvernement qui a voté le code. Le code est venu, le code a été une proposition de loi et non un projet. Donc, la révision du code de 2019, c'était une proposition. Donc, le gouvernement, c'est pas au gouvernement, le gouvernement n'organise pas les élections. C'est pas au gouvernement de changer. C'est au parti politique d'investir le terrain. C'est au parti politique d'investir le terrain. C'est au parti politique d'instruire les populations. La plupart des partis ont une école de parti. C'est à eux d'expliquer le code, en ce contenu, de voir les difficultés possibles d'application, de voir des experts pour leur expliquer comment ils peuvent contourner ces difficultés-là et aller et tirer le maximum de ce code. Donc,
Il n'y a pas de... ceux qui parlent de... Tout texte de loi, on peut trouver à redire là-dessus. Tout projet de loi, toute loi, on peut trouver à redire. Mais il appartient à ceux qui sont... à ceux auxquels la loi la loi s'impose à tout le monde. Il appartient à chacun de s'approprier la loi et de voir à quelle mesure éviter de tomber sur le coup. Après, quand vous tombez sur le coup, vous assumez. Ça fait partie aussi de votre statut d'homme libre et de citoyen. Vous êtes libre d'agir à charge de répondre devant la loi en cas d'abus. Mais c'est comme ça, il faut. Même le code électoral, ça doit être le cas. Donc, le gouvernement n'a pas à faire autre quoi que ce soit. Il appartient au parti politique de s'approprier le code et de préparer les élections à venir en bonne intelligence. Le développement qu'on a démarré, le niveau où le Bénin a été placé aujourd'hui, ne saurait s'accommoder d'une remise en cause du système. Et Patrick Talon l'a dit à Boni-Yahi lors d'une audience, qu'il ne faut pas qu'on remette en cause ce qu'on a fait. Et donc, normalement, il faudrait que les deux présidents continuent de se parler. Le passé, aujourd'hui, même Boni-Yahi aussi profite de la situation quand même. Le président n'en parle pas trop. Mais la réforme permet qu'il n'y ait pas de débauchage au BR, au Parti des démocrates. Mais le problème qui se pose, c'est comment l'opposition se prépare. On n'a pas l'impression que l'opposition appréhende la situation. Et dans la majorité, il y a certains qui jouent au jeu à faire peur à d'autres. Je ne vois pas. Le code n'a pas de problème. C'est les hommes qui ont des problèmes avec le code. Il faut garder ça. Le code n'a pas de problème avec les hommes. Vous l'avez bien répété. C'est les hommes qui ont des problèmes avec le code. C'est à eux de se familiariser avec le code. C'est à eux de se refaire une santé avec le code. C'est à eux de se réconcilier avec le code. C'est eux qui sont en conflit. C'est à eux de se réconcilier avec le code électoral. Voilà. Alors, en tant que membre du bloc républicain, le docteur Bertin Kaovi n'a pas manqué d'intervenir sur l'accord BR-UPR. Alors, est-ce que cet accord n'est pas pour contrôler le processus électoral? D'abord, il n'y a pas encore eu d'accord. Ils sont en accord pour la gestion des départements, des communes. Ils sont en accord depuis 2020. Accord pour pouvoir gérer les communes. Donc, ils ont des communes qu'ils partagent, qu'ils dirigent ensemble dans une coalition. D'accord? Donc, c'est au nom de cela, selon leur propre discours, qu'ils se sont retrouvés, les présidents de l'UPR et du BR. C'est vrai que nous, médias, nous, commentateurs, nous, analystes, on a vu au-delà de cet accord, de cette rencontre, des prémices aux élections prochaines d'accord de coalition parlementaire. Tout simplement parce que nous sommes pratiquement à 1 an du dépôt des candidatures et des parrainages pour l'élection présidentielle. Et le jeu va se refermer progressivement. Puisque, comme je dis, c'est les partis qui désignent les candidats, c'est les partis qui contrôlent le processus de parrainage. Et donc, vous savez la réalité par rapport aux élections législatives. Si au niveau de l'élection présidentielle, il n'y a pas encore de problème, il y a la question de... Parce que les parrainages, c'est les élus actuels qui vont déposer leur parrainage d'ici à 180 jours de l'élection du président de la République, donc d'ici fin octobre 2025. Mais il se fait qu'au niveau des élections de janvier 2026, élections législatives et communales, il se fait que le jeu ne peut se clarifier que si vous avez 20% dans chaque circonscription électorale. Or, aujourd'hui, aucun parti n'a fait 20%. La loi ouvre vers une possibilité d'accord de coalition parlementaire avant à déposer préalablement devant la Sénat. Donc, à partir du moment où l'UPR et le BR sont déjà en accord de gestion communale, il est possible qu'ils soient également en accord de coalition parlementaire. C'est possible. Après, on n'est pas Dieu pour savoir. Puisque bien Tchané, comme on dit, comme nul n'a communiqué sur la motivation réelle de leur contact. Ils n'ont pas parlé de 2026. Mais pouvait-ils se rencontrer ça parler de 2026? Donc l'analyse va plus loin. On va en 2026. Donc, il n'y a pas encore d'accord par rapport aux élections législatives. Mais c'est très fort probable qu'il y ait cet accord-là. Alors, vous dites qu'ils vont contrôler les élections. Ce n'est pas eux qui organisent les élections. Mais tout parti a envie de contrôler les élections, de les gagner et d'exercer le pouvoir d'État. Qu'ils se mettent ensemble pour gagner les élections, c'est tout à fait à leur droit. Et pour contrôler le jeu, c'est tout à fait à leur droit. Tant qu'ils ne sont pas juges à la place du juge,
Tant qu'ils sont justiciables et ils dérogent aux jeux et aux règles, c'est logique qu'ils aspirent à gagner les élections et à assumer la gestion du pays. Voilà, donc il n'y a pas un mal à cela, mais pour le moment, rien n'est encore figé, rien n'est encore dit, on est encore en phase transitoire. Dans un an, on verra clair dans tout et on verra bien. Mais en tant que parti politique, vous devez aspirer à contrôler le jeu politique. C'est ça l'essence même des partis politiques. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, pour ces éclairages. Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure? Pour conclure cet échange, je dois d'abord saluer, disons, la fougue, l'enthousiasme débordant parfois du docteur Bertin Corvi. Parfois il n'est pas compris, parfois il est dans son monde, mais il a une manière de communiquer, à mon humble avis, qui est dynamique et qui répond aux attentes d'aujourd'hui. Il faut dire les choses. Le chef de l'État, en fin de mandat, ne peut pas être indifférent à celui qui va continuer le jeu, parce que nous avons déjà du passé, on a connu des passés. Donc, au regard des efforts que les populations ont eu à faire depuis 2016 pour transformer ce pays, les mentalités, et pour démarrer un nouvel ordre, il est important que le processus se poursuive, à défaut d'avoir le chef de l'État Patrice Talon lui-même, dans un système particulier, autant que lui permettre que trouver les voies et moyens pour qu'il soit responsable de demander qui peut continuer la dynamique bien entamée. Chacun de nous a des aspirations, a des penchants. Il appelle lui le chef de l'État, lui la locomotive, il sait qui peut le mieux continuer l'œuvre. Donc, ça peut paraître frustrant pour certains, mais c'est ça aussi une manière de jouer. Il y a plusieurs manières. Il n'y a pas une seule manière. Donc, choisir une manière de plusieurs manières qui existent, je ne vois pas en quoi il y a un problème, tant que ça emporte l'aval des institutions à charge de valider, ça veut dire que nous sommes en démocratie. Et cela, il ne faut pas que les gens pensent que la démocratie, c'est une vue univoque des choses. Il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs manières de choisir. Et c'est celle qui emporte la majorité nous amène à dire ça. C'est la manière démocratique de le faire. Donc, moi, je suis de cette logique, et je pense que le code électoral a besoin d'être expérimenté en l'état, et après on peut tirer la conclusion. Je pense que la reconnaissance la reconnaissance du Bénin à Kigali parmi beaucoup de pays, mais comme en tant que grand prestige dans cette catégorie, montre que nous sommes sur le bon chemin et que nous devons travailler à maintenir cette dynamique, vaille que vaille. Et cela, ça passe par des élections transparentes, mais des élections où nul ne peut en imposer à l'autre. Le code électoral est là, la discipline de tous s'avère nécessaire pour qu'on aboutisse à ce changement tranquille, sans bruit, mais que surtout qu'on ne mette pas qu'on ne mette pas les pieds dans ce qu'on a si bien bâti depuis 2016. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes au terme de ce décryptage en date de ce dimanche 20 octobre 2024. Vous pouvez retrouver cette édition et bien d'autres sur nos différentes plateformes via notre site internet www.ebenin.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin et via notre application iOS et Android E-Télé, tout simplement E-Télé avec vous pour vous.